Merci beaucoup pour l'introduction et merci au Collège de France pour l'invitation à donner ce cours. Donc, je vais parler de géométrie énumérative dans le cadre de la géométrie algébrique complexe. Donc, dans ce cours, tout sera sur le corps des complexes. Et donc, c'est un sujet qui, classiquement, consiste à dénombrer, à énumérer, à compter des configurations géométriques. Donc, c'est un sujet extrêmement classique qui remonte au moins au XIXe siècle. Et je vais, juste pour commencer, donner deux exemples typiques de telles questions qu'on peut poser. Par exemple, étant donné 4 droites en position générale dans l'espace projectif de dimension 3, on peut se demander combien y a-t-il de droites dans ce même espace qui intersectent les 4 droites données. Donc on considère cet ensemble et on se demande quel est le cardinal de cet ensemble. Le même type de question, un tout petit peu plus élaboré. On peut par exemple se donner 5 coniques non dégénérés dans le plan. Et on peut considérer l'ensemble des coniques dans le plan qui satisfont la condition d'être tangentes aux 5 coniques données. Disons, pour être précis, disons coniques non dégénérées, donc vraiment lisses partout. Donc ces questions ont été posées au XIXe siècle, la réponse a été obtenue au XIXe siècle, donc ici la réponse est 2. Ici la réponse est un peu plus compliquée, c'est 3264. Donc ça, c'était juste pour illustrer le type de questions qu'on peut poser. Donc le sujet extrêmement classique consiste à dénombrer. Ici, on dénombre des droites dans l'espace. Ici, on dénombre des coniques dans le plan. Donc ce sujet extrêmement classique a été en grande partie transformé vers la fin des années 1980 par des idées, disons, extérieures à la géométrie algébrique, qui sont des idées qui viennent d'une part de la géométrie symplectique, donc en particulier l'introduction par Gromov des courbes pseudo-holomorphes, donc qui sont maintenant un outil essentiel en topologie symplectique, mais qui ont aussi donné un point de vue nouveau, disons plus flexible, sur ces questions classiques de géométrie algébrique complexe. Et donc, une autre source d'idées qui a transformé le sujet, c'est les idées qui viennent de la physique théorique. Disons théorie quantique des champs et théorie des corps. Avec pour deux exemples, donc tout d'abord la notion de théorie quantique des champs topologiques. Donc du Wheaton qui suggère une manière d'organiser les réponses qu'on obtient à ces problèmes énumératifs. Et d'autre part, des prédictions venant de ce qui s'appelle la symétrie miroir.
Et donc ces deux points sont intervenus en géométrie numérique à la fin des années 80, début des années 90. Et depuis, il y a eu une explosion d'activité dans de nombreuses directions. Et donc dans ce cours, je vais parler de deux types d'invariants numératifs, c'est-à-dire deux types de comptages qui font partie du cadre naturel qui ont été suggérés par ces deux influences. D'une part, je parlerai d'invariants de Gromov-Witten. Et ici, il s'agit de compter des courbes algébriques. Donc, comme dans les deux exemples que j'ai donnés, on comptait des droites dans l'espace ou des coniques dans un plan. Ici, plus généralement, on comptera des courbes dans des variétés algébriques plus générales. Et donc ça, c'est le premier type d'invariant qu'on va considérer. Le deuxième type d'invariant sont les invariants dits de Donaldson-Thomas. Qui comptent des objets de nature différente. Donc, dans leur version la plus simple, ce sont des comptes de fibrés vectoriels, donc dans un cadre algébrique ou disons fibré vectoriel holomorphe. Ou plus généralement, donc il y a des objets qui généralisent la notion du fibré vectoriel holomorphe, donc des faisceaux cohérents. Ou plus généralement des objets dans la catégorie dérivée des faisceaux cohérents. Et donc ces deux choses seront les acteurs principaux du cours. Donc ça c'est GW dt. Et le but de ce cours, ça sera de présenter deux résultats à propos de ces invariants. Donc ça sera évidemment une vue extrêmement partielle du sujet, ça sera seulement deux résultats auxquels j'ai contribué récemment. Et ce sont deux résultats qui sont différents et qui ont l'avantage d'illustrer deux aspects du sujet. Donc il y aura tout d'abord un premier résultat qui aura l'avantage d'être relativement général et de nature, disons, qualitative. Et ça sera un résultat en théorie de Gromov-Witten, et donc ça sera un résultat sur la nature tautologique des classes de Gromov-Witten des intersections complètes. Et le second résultat sera d'une nature assez différente. Ça sera pour une géométrie extrêmement particulière et qui, d'un autre côté, sera nettement plus quantitatif. Ici, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment les théories générales, il y a d'autres gens qui aiment des formules explicites. Et donc ça, c'est pour les gens qui aiment les théories un peu générales, et ça, c'est pour les gens qui aiment les formules explicites. Et donc ici, le sujet, ça sera le lien entre espace de modules de faisceaux
sur le plan projectif, donc c'est relié à ce monde dt, et forme modulaire. Et donc mon objectif pour aujourd'hui, c'est d'essayer de donner une introduction à chacun de ces sujets et d'arriver à l'énoncé des résultats dont je veux parler. Donc en particulier, ça sera introductif, donc les gens qui connaissent déjà ces sujets essentiellement n'apprendront rien aujourd'hui, sauf peut-être les énoncés finaux. Et disons, les méthodes et preuves plus originales apparaîtront dans les séances suivantes. Et donc, comme ces deux sujets sont de nature assez différente, les deux introductions vont être également très différentes. Donc, je vais commencer par l'introduction au premier, qui prend probablement l'essentiel de la séance. Et si j'ai le temps, je ferai l'introduction au deuxième sujet à la fin. Et donc, je commence par, disons, donc, la première section. Ça sera, disons, l'essentiel d'aujourd'hui, qui sera une introduction à, disons, théorie de Gromov-Witten. Et donc, puisqu'il s'agit de compter des courbes, je commence par dire quelques mots sur les courbes. Okay, donc, on est en géométrie algébrique complexe, donc une courbe algébrique, disons connexe, lisse. C'est la même chose qu'une surface de Riemann donc connexe compacte, donc juste une variété complexe de dimension 1. Topologiquement, c'est de dimension complexe 1, dimension réelle 2, c'est une surface topologique. Qui est caractérisé topologiquement par son genre, G, qui est le nombre de trous sur cette figure, et qui algébriquement est égal au nombre d'une forme holomorphe sur la courbe, et c'est aussi égal au premier groupe de cohomologie, la dimension du premier groupe de cohomologie du faisceau structural de la courbe. Et donc, avant de parler de courbes dans une variété, on va parler un peu de courbes de manière abstraite. Et on va s'intéresser à l'ensemble de toutes les courbes possibles de cette forme. Donc, on va considérer l'ensemble de toutes les courbes C, comme ici, donc lisse. Et c'est utile d'introduire également la donnée de points marqués sur cette courbe. Donc ici C, c'est ma courbe d'un certain genre, et x1, xn, ce sont des points sur cette courbe qu'on va demander distincts. Et donc, comme ici, donc C est lisse, et on fixe le genre égal à J. Et on veut considérer l'espace de tous ces objets. Ouais, donc cet espace est classiquement appelé MGN. C'est l'espace de modules des courbes lisses de genre G avec n points marqués. Et donc, si on fait l'hypothèse que 2G moins 2 plus n est strictement positif, alors dans ce cas-là, le groupe d'automorphisme
d'un de ces objets, c'est-à-dire le groupe d'automorphisme de la courbe C qui fixe les points marqués x1, xn, est fini. Et alors cet ensemble a une structure naturelle d'objets en géométrie algébrique. Cette chose-là est un champ, une structure naturelle de champ de Deligne-Mumford. Et le point important, c'est que ce champ sera lisse, irréductible, de dimension (3g-3) plus n. Et donc ici, le champ de Deligne-Mumford, ça veut juste dire qu'en première approximation, c'est une variété algébrique. De manière un peu plus fine, c'est localement le quotient d'une variété algébrique par un groupe fini. Et on se rappelle l'information sur ce groupe et sur son action. Donc en particulier, il y a une variété algébrique sous-jacente qui en fait est une variété algébrique quasi projective. Peut-être je dis quelques mots sur d'où vient ce nombre et d'où vient la licité. Donc, si on oublie l'aspect champ, cette chose-là, il faut vraiment y penser comme une variété algébrique lisse, non singulière. Et je dis quelques mots pour ça. Donc, ça provient de l'étude de la théorie des déformations de ces objets. Et donc les déformations possibles d'une courbe avec n points marqués est contrôlée par le fibré tangent à la courbe tordu par l'opposé du diviseur des points marqués. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le H0 de ce fibré contrôle les automorphismes infinitésimaux de la courbe avec point marqué. Les éléments de ça sont juste les champs de vecteurs sur C, donc ça contrôle les automorphismes infinitésimaux qui s'annulent sur le point marqué. Et ça, par notre hypothèse ici, sur le fait qu'impose que le groupe est fini, ce groupe-là est nul. Donc ça, c'était les automorphismes. Et ensuite, la théorie générale des déformations nous dit que les déformations infinitésimales d'ordre 1 sont contrôlées par le premier groupe de cohomologie de ce faisceau. Et la théorie générale dit encore que les obstructions à étendre une déformation infinitésimale en des déformations d'ordre supérieur sont contrôlées par le groupe de cohomologie de degré supérieur H2. Et ici, le point essentiel, c'est qu'on travaille avec des courbes, et que sur une courbe, il n'y a pas de cohomologie cohérente en degré strictement plus grand que 1. Donc ce groupe d'obstruction est nul. Et puisqu'il n'y a pas d'obstruction à intégrer les déformations infinitésimales en de vraies déformations, c'est exactement que cet espace de module est lisse. Et d'autre part, ça nous dit que la dimension de cet espace, c'est la dimension de l'espace tangent. Et à cause de ces annulations, cette dimension de ce H1, c'est la même chose que l'opposé de la caractéristique d'Euler de ce faisceau, qui peut être calculé par le théorème de Riemann-Rohr et qui donne cette formule. Et donc le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'obstruction. Donc l'espace est lisse et sa dimension est donnée par une caractéristique d'Euler qui est déterminée topologiquement par le théorème de Riemann-Rohr.
Et donc MGN, c'est l'espace des courbes lisses. Donc en première approximation, c'était une variété non singulière, mais qui n'est pas compacte. En général. Une raison un peu triviale, par exemple, si vous avez au moins 2 points marqués, et si les 2 points convergent l'un vers l'autre, puisqu'ici on demande les points d'être distincts, la limite n'est pas dans cet espace des modules. Et une raison plus intéressante, c'est que même lorsqu'il n'y a pas de points marqués, on peut trouver des familles de courbes sur un disque pointé, avec une mononomie non triviale, avec une obstruction topologique, à trouver une extension sur le disque entier de famille de courbes lisses. Donc cet espace n'est pas compact, mais il admet une compactification naturelle construite par Deligne et Mumford. Habituellement noté MGN bar, et qui paramètre les courbes stables de genre G avec n points marqués. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire courbe stable? Ça veut dire que c'est une courbe algébrique, donc qui maintenant n'est plus nécessairement lisse, elle peut être singulière, mais on impose aux singularités d'être au plus nodales. Avec, disons, au pire. Et donc une singularité nodale, un nœud, c'est quelque chose qui localement, pour la topologie analytique complexe, ressemble à xy égale 0. C'est juste l'intersection de droite. Ça, c'est un dessin complexe. Si je fais des dessins réels de courbes nodales, par exemple, on peut avoir un nœud, on peut avoir une courbe avec une seule composante qui s'auto-intersecte en un nœud ici, ou bien on peut avoir plusieurs composantes, une courbe ici et une autre courbe ici. Ici, on a 2 composantes irréductibles pour notre courbe qui s'intersectent en un point, et localement au voisinage de ce point, on a une singularité nodale. Et donc, dans la définition de courbe stable, ce sont les types de courbes qu'on considère. Donc, c'est une généralisation des courbes lisses. D'autre part, ces points marqués sont toujours distincts et différents des nœuds. C'est-à-dire, on n'autorise pas les points marqués à être parmi ces points spéciaux, parmi ces nœuds, ils doivent être en dehors. Et la dernière condition de stabilité, c'est une généralisation de la condition qui est ici, c'est qu'on demande que le groupe d'automorphisme de cette courbe avec ces points marqués est fini. Et donc ça finit la définition de qu'est-ce que c'est qu'une courbe stable, qu'est-ce que c'est que cet espace de module M Eugen bar. Et le théorème de Deligne-Mumford, c'est que ce M Eugen bar, donc c'est encore champ de Deligne-Mumford. Et maintenant, la différence avec le cas précédent, c'est que c'est vraiment compact, donc c'est propre.
c'est encore lisse, pour essentiellement la même raison que précédemment. Et c'est encore irréductible. Plus précisément, la différence entre mgn bar et mgn, c'est-à-dire ce qu'on ajoute pour compactifier l'espace, c'est un diviseur à croisements normaux. Donc vraiment une image très naïve. Ici, je dessine quelque chose compact, mgn bar, et dedans, il y a des lieux où ces courbes sont singulières, et le complément, c'est l'espace mgn des courbes lisses. Et ici, j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas dit exactement, je n'ai pas rappelé ce qu'était le genre d'une courbe stable. Parce que comme c'est singulier, il faut faire un peu attention. Donc ici, le genre, c'est ce qui s'appelle habituellement le genre arithmétique. Donc c'est la quantité qui est invariante sous déformation plate. Donc c'est cette chose-là. Donc maintenant, ce dont je vais parler un peu, c'est de la cohomologie de cet espace. Donc, si on oublie l'aspect champ, cette chose-là, il faut vraiment y penser comme une variété projective lisse, donc le type idéal de variété algébrique. Et on peut s'intéresser à sa cohomologie. Donc, lorsque je n'écris pas les coefficients, ça veut dire que je prendrai toujours les coefficients rationnels. Donc peut-être ici juste une remarque d'ordre général sur la raison pour laquelle on va s'intéresser à la cohomologie de ces espaces de modules. C'est que de manière générale, la géométrie énumérative est intimement reliée aux questions de théorie d'intersection sur les espaces de modules. De manière extrêmement générale, si on cherche à compter des objets qui satisfont certaines contraintes, la première chose à faire, c'est de considérer l'espace de tous les objets qui nous intéressent, et ensuite de penser à une contrainte comme définissant un sous-espace dans cet espace, les sous-espaces des objets qui satisfont ces contraintes. Ici maintenant, on a plusieurs contraintes. Ces différentes contraintes définissent différents sous-espaces. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection de ces sous-espaces. Donc, la plupart des problèmes de géométrie énumérative peuvent se reformuler comme des problèmes d'intersection à l'intérieur d'espaces de modules. Et lorsqu'on ne s'intéresse qu'à l'intersection au niveau topologique, c'est essentiellement la même chose que l'étude de la cohomologie de l'espace de modules, ou l'opération d'intersection au niveau des cycles. Si on travaille avec un espace lisse, comme cet espace mgn bar, pour lequel on a donc, la dualité de points carrés, c'est la même chose que la structure de produit sur cet anneau de cohomologie. Et donc ça, c'est juste une remarque d'ordre général. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la cohomologie des espaces de modules? Ici, on a un espace de modules très naturel, mgn bar, et donc on peut se demander que peut-on dire à propos de sa cohomologie. Ici, j'ai dit un peu rapidement, mais j'aurais dû le dire peut-être mieux. Donc c'est propre et lisse. Donc en particulier, on a la dualité de points carrés. C'est-à-dire on peut penser à ces objets soit en termes de classe de cohomologie, soit en termes de classe de cycle en homologie. On pense intuitivement vraiment en termes de sous-variétés topologiques ou différentielles de mgn. Et donc l'étude systématique de cette cohomologie a été initiée par Mumford.
début des années 80. Et dans son article, Mumford écrit explicitement que son objectif, ou disons l'objectif qu'on pourrait se fixer, c'est d'obtenir pour cet espace de module MZ bar un analogue de ce qui est connu pour des espaces de modules plus simples, tels que les grassmanniennes, qui paramètrent des sous-espaces linéaires d'un espace vectoriel donné. Pour ces espaces de modules plus simples, tels que la grassmannienne, la cohomologie de ces espaces est entièrement connue explicitement. Donc connue. En termes de générateur et relation. Et en fait, la question classique que j'ai mentionnée au tout début de cet exposé, de compter le nombre de droites rencontrant 4 droites données en position générale dans l'espace, peut se reformuler comme un problème de calcul de théorie d'intersection sur cette grassmannienne, et donc comme un problème de calcul de produit dans cet anneau de cohomologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien compris. Donc la question, c'est est-il possible de faire quelque chose d'analogue pour cet espace de module de courbe, donc qui paramètre des objets nettement plus non linéaires que la grassmannienne. Et ici, la première étape, c'est que dans le cas de la grassmannienne, il y a des générateurs qui sont essentiellement naturels, qui sont définis de manière tautologique à partir de la définition de la grassmannienne comme espace de module. Donc ici, la première étape, c'est de faire la même chose, c'était simplement de construire des classes de cohomologie sur cet espace de module qui sont naturelles, qui sont juste les premières choses auxquelles on peut penser. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on a l'espace de module M bar Gn? Essentiellement, la seule structure qu'on a, qui est donnée par la définition de cette chose-là comme espace de module, c'est qu'il y a une courbe universelle, que j'appelle CGN, la courbe universelle. Donc, au-dessus d'un point, je mets la courbe correspondant à ce point. Et essentiellement, la seule structure canonique qu'on a sur une famille de courbes, c'est le fibré canonique. Plus précisément, j'ai oméga pi qui va être le faisceau dualisant relatif qui est un fibre en droite. Donc, si on a une famille de courbes lisses, c'est juste les fibrés cotangents aux fibres de la famille. Et ensuite, donc, à partir de cette donnée, on peut essayer de faire différentes constructions pour construire des classes de cohomologie intéressantes. Par exemple, les points marqués définissent naturellement des sections de la famille universelle. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est pour chaque point marqué, donc pour chaque i de 1 à n, on peut prendre le pullback, le tir en arrière de ce fibre en droite par cette section, et on obtient Li, qui est un fibre en droite sur l'espace qui nous intéresse. Et donc, il définit naturellement une classe de cohomologie en prenant la première classe de Chern. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle les classes psi. Et c'est une famille de classes de cohomologie qu'on peut construire de cette manière. Et une fois qu'on a ces classes psi, on peut commencer à jouer et à essayer de construire des classes plus générales. Par exemple, on peut remarquer que la courbe universelle au-dessus de mgn bar, en fait, s'identifie naturellement à mgn plus 1 bar.
On peut penser au point qui paramètre la courbe comme étant un point marqué supplémentaire. Il faut juste faire un peu attention à ce qui se passe lorsque ce point coïncide avec les autres points marqués, mais il n'y a pas de problème. Et donc du coup, on peut appliquer cette définition d'une classe psi ici. On a la classe psi correspondant au point marqué n plus 1. Et maintenant, on peut construire des classes sur mgn-bar en poussant en avant cette classe ou des puissances de cette classe par ce morphisme. Donc on obtient ce qui s'appelle les classes kappa. Kappa i, c'est le poussé en avant de cette classe puissance i plus 1 qui vit en degré 2i. C'est ce qui s'appelle les classes kappa. Et finalement, le dernier type de construction plus ou moins naturelle qu'on peut faire, ici on prenait des tirés en arrière de fibré oméga. On peut faire l'opération inverse, on peut le pousser en avant. On peut considérer cette chose-là, qui s'appelle le fibré de Hodge, parce que ces fibres sont les espaces de... Donc lorsqu'on est lisse, sont les espaces de une forme holomorphe, donc c'est un groupe de Hodge, donc ça c'est un fibré de rangée. Et donc une manière de construire des classes de cohomologie, c'est simplement de prendre les classes de Chern de ces fibrés vectoriels. Ils sont habituellement appelés lambda. Et donc ça c'est trois manières de produire des exemples de classes de cohomologie sur mgn-bar. Et on peut essayer d'axiomatiser un peu ce qu'on fait ici. On peut essayer de considérer toutes les classes de cohomologie qui s'obtiennent par ce type d'opération plus ou moins tautologique, c'est-à-dire qui utilisent uniquement ces constructions tautologiques qui viennent de la description comme espace de modules. Et donc il y a une définition précise de cette chose-là qui s'appelle le sous-anneau tautologique. Donc c'est un sous-anneau de l'anneau de cohomologie. Et la définition la plus conceptuelle, c'est de dire que c'est, donc pour tout Gn, on veut un sous-anneau de la cohomologie de mgn-bar. Et donc la définition la plus simple, c'est de dire que c'est le plus petit système de sous-anneaux. Donc ici, système, ça veut juste dire qu'il y en a un pour tout Gn. Donc anneau avec unité, donc on demande que 1 soit dedans. C'est-à-dire, géométriquement, on demande que la classe fondamentale de mgn-bar soit dedans. Et on veut que cette chose-là soit stable par tirer en arrière, tirer en avant. Le long des applications naturelles qui relient ces différents espaces de modules mgn-bar. Plus précisément, on a comme opération naturelle, on a déjà l'opération que j'ai indiquée ici. Si on a n plus 1 point marqué, on peut oublier le dernier point marqué. Donc on arrive dans mgn-bar. Une autre opération naturelle qu'on peut faire, c'est que si on a une courbe de genre G1 avec n1 plus 1 point marqué, et une courbe de genre G2 avec n2 plus 1 point marqué, on peut simplement identifier le point marqué, le dernier point marqué ici avec le dernier point marqué ici, coller ces deux courbes pour former un nœud. Et on obtient une courbe nodale de genre G1 plus G2 et avec N1 plus N2 point marqué. Et finalement, on peut faire la même opération si on a une seule courbe de genre G avec
n plus 2 points marqués, on peut identifier ces deux points qui vivent sur la même composante pour encore former un nœud. Donc on arrive dans m bar g plus 1. Et donc ces trois types de morphismes, ce sont les morphismes qui donnent une structure naturelle qui sont responsables pour la structure sous-jacente aux espaces de module m gen bar. Donc la définition du sous-anneau tautologique, c'est que ça contient 1 et ça contient tout ce qu'on obtient par push-forward, pull-back le long de toutes ces applications. Donc de manière très concrète, ça veut dire que par exemple, donc ça contient la classe fondamentale, mais aussi à cause de ça, ça va contenir les classes fondamentales des diviseurs de bord dans l'espace de modules. Ça va contenir les intersections des diviseurs de bord avec les autres diviseurs de bord et avec eux-mêmes, etc. Et on peut montrer que toutes ces classes que j'ai introduites ici, donc les classes psi, kappa et lambda, sont toutes tautologiques. Et en fait, on peut donner une description explicite de générateur. Donc ça, je ne vais pas l'expliquer en détail. On peut donner une description explicite de générateur additif en termes de classe psi et kappa. Ou ici, je veux dire classe psi et kappa de l'espace de module, mais aussi les classes psi et kappa des espaces de module qui décrivent les strates dans le bord de la compactification. Et donc, je ne vais pas en dire plus ici. Essentiellement, si on connaît toutes les classes psi et toutes les classes kappa sur tous les espaces de module et la manière dont elles se comportent le long de tous ces morphismes, alors on obtient toutes les classes tautologiques. Donc ici, la seule chose que j'essaye de dire, c'est qu'en un sens, cet sous-anneau tautologique de l'espace de Comoji, c'est un objet relativement explicite. Donc la question naturelle, c'est est-ce que cet sous-anneau tautologique, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est toute la cohomologie ou est-ce que c'est quelque chose de strictement plus petit? Et donc, le cas facile, c'est qu'en genre 0, il y a un théorème de Shankill qui dit qu'en genre 0, il n'y a pas de différence. Donc en genre 0, toute la cohomologie est tautologique. Et en un sens, c'est parce qu'en genre 0, il n'y a pas vraiment de géométrie. Donc toute la géométrie intéressante de ces espaces de module provient uniquement des points marqués. C'est une courbe de genre 0 lisse, il y a juste P1, il n'y a pas de déformation triviale de la structure complexe. Donc tout provient uniquement des points marqués et on ne peut pas faire de choses si intéressantes que ça avec uniquement les points marqués. Par contre, en genre supérieur, là maintenant on a des courbes qui ont vraiment des déformations non triviales de la structure complexe. Et en général, alors dans certains cas c'est encore le cas, mais en général, cette chose-là est strictement et une raison relativement simple, c'est que toutes ces constructions tautologiques en fait, marchent au niveau des cycles algébriques. Si on parle juste de 1 et on fait uniquement des opérations qui préservent les cycles algébriques. En particulier, toutes ces classes de cohomologie sont de type de Hodge PP. Cette espèce de module est lisse. Cette cohomologie a une structure de Hodge, une décomposition de Hodge. En particulier, cette chose-là, c'est toujours inclus dans la partie de la décomposition de Hodge
qui est de la forme HPP. Et on peut donner des exemples de classes de cohomologie sur l'espace de module des courbes qui ne sont pas de ce type de Hodge. Et en fait, on peut faire mieux. On peut montrer qu'en général, en complète généralité, donc si on a cette chose-là, on pourrait espérer est-ce qu'on a une égalité comme ça. Mais en complète généralité, on peut même faire mieux. On peut trouver des cycles algébriques qui ne sont pas tautologiques. Je ne dirai pas plus ici. Donc ici, la seule chose que j'essaie de dire, c'est que cette chose-là, c'est relativement explicite. Et de manière générale, c'est une petite partie, ou c'est une partie qu'on comprend, mais ce n'est pas la totalité de la cohomologie. Okay, donc ça, c'était une discussion sur les courbes. Et ce qui nous intéresse vraiment en théorie de Gromov-Witten, ce sont des courbes dans une variété. Donc, ce qui intervient vraiment en théorie de Gromov-Witten, c'est ce qui s'appelle des applications stables. Stable map. En anglais. Donc ici, la différence. Donc auparavant, on considérait l'espace de module de toutes les courbes possibles. Maintenant, on a une donnée supplémentaire qui est la donnée d'une variété X. Et ce qui nous intéresse, ce sont des courbes dans X, ou plus généralement des courbes qui admettent un morphisme vers X. Donc ici, l'espace qui nous intéresse, c'est l'espace de module des applications stables. Donc il va être une généralisation en fait, de l'espace des courbes stables. Donc c'est l'espace de module qui paramètre des courbes qui, comme tout à l'heure, sont O plus nodales. Avec un certain nombre de points marqués, qui, comme tout à l'heure, sont distincts et distincts des nœuds. Maintenant, on a la donnée supplémentaire d'un morphisme F vers X. Et la condition de stabilité de tout à l'heure, qui était que l'automorphisme, le groupe d'automorphisme de la courbe avec les points marqués est fini, est remplacé maintenant par la condition que le groupe d'automorphisme disons, de la courbe avec les points marqués et qui préserve F, donc qui commute avec F, ce groupe-là doit être fini. Okay, donc ça, c'est la définition d'une application stable. Une courbe avec au plus des singularités nodales, donc je peux faire un dessin comme tout à l'heure. On a une courbe avec peut-être plusieurs composantes qui s'intersectent le long de nœuds, et cette courbe s'envoie vers X. Et comme tout à l'heure, on peut fixer des paramètres numériques. Donc cette courbe est de genre G, comme tout à l'heure. Et ici, on peut de plus fixer essentiellement le degré ou la classe de cette application. C'est-à-dire, on peut regarder, peut-être j'écris ici, on peut regarder le pousser en avant de la classe fondamentale de C. Ça, c'est une classe d'homologie dans X, et on demande que cette classe soit égale à bêta, qui est une classe d'homologie fixée de degré 2 de X. Et donc, si on fixe le genre, si on fixe sa classe d'homologie, si on fixe le nombre de points marqués, on obtient un espace de module comme ça. Et donc, peut-être une remarque, c'est que lorsque X est un point, alors on retrouve, donc lorsque X est un point, bêta est nécessairement nul, et on retrouve l'espace de module des courbes stables. C'est-à-dire que si X est un point, toute courbe admet un unique morphisme vers un point. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cet espace de module?
Donc, comme précédemment pour M Gn bar, on peut montrer que si X est projective, alors cette chose-là, M Gn bêta X, est un champ de Lane-Mumford propre. Et ici, peut-être, je ne dis pas, lorsque je dis champ de Lane-Mumford, ça veut vraiment dire aussi, disons, séparé de type fini. C'est vraiment un objet de géométrie algébrique de type fini. Et ici, le point important qui généralise le cas des courbes stables, c'est que cet espace de module est compact. C'est un objet propre. Mais la différence essentielle avec le cas des courbes, c'est que c'est pas lisse. En général. C'est-à-dire on va obtenir en général une variété algébrique ou un champ singulier. Et une manière de comprendre ça, c'est de faire un peu de théorie de déformation, comme tout à l'heure pour les courbes. Et pour faire ça, c'est plus simple de travailler en fixant le module de la courbe C. D'ailleurs, on a une application naturelle de M Gn bêta X. On peut simplement oublier le morphisme vers X. On obtient juste une courbe. Alors, en général, le fait que cette chose-là soit une application stable n'implique pas nécessairement que la courbe est stable par elle-même. Donc en général, on arrive seulement dans un champ des courbes préstables qui sont juste nodales avec point marqué et sans condition de stabilité. Donc ça, en général, c'est pas de Lane-Mumford, c'est un champ d'Artin. Mais on peut toujours stabiliser pour obtenir un morphisme dans M Gn bar. Et pour étudier la théorie des déformations, c'est plus simple de travailler relativement à ce morphisme. Donc de manière concrète, ça veut juste dire fixons la courbe C et on étudie les déformations possibles de F. Et dans ce cas-là, la théorie des déformations, donc C fixé, la théorie des déformations, parce que la théorie des déformations de C, on la comprend déjà, c'est la théorie des courbes et on l'a décrite précédemment et on sait que l'espace de module des courbes est lisse. Donc là, la seule chose vraiment nouvelle, c'est la déformation de F. Et les déformations de F sont contrôlées par ces groupes de cohomologie, simplement les groupes de cohomologie du fibré tangent à X tirés en arrière par F. Donc ça, c'est l'espace des déformations infinitésimales. Et le groupe des obstructions est donné par le premier groupe de cohomologie. Et donc maintenant, la différence par rapport au cas des courbes, c'est qu'ici, on a un groupe d'obstruction qui, dans les déformations de F, est un H1, et donc qui peut être non nul sur une courbe. Et donc, en général, lorsqu'il y a des obstructions à intégrer une déformation infinitésimale en une vraie déformation, c'est-à-dire que notre espace de module est singulier. Et donc, en particulier, en général, cet espace peut être nul ou non nul. En particulier, sa dimension peut varier suivant où l'on se trouve sur l'espace de module. Et donc, la dimension de l'espace tangent peut aussi varier. C'est compatible avec le fait que l'espace de module peut être singulier. Et le point essentiel pour la théorie de Gromov-Witten, c'est qu'en dépit du fait que ces dimensions peuvent varier, leur différence ne peut pas varier. Donc, la dimension entre l'espace des déformations infinitésimales moins la dimension de l'espace d'obstruction, c'est la différence entre H0 et H1.
Et ici, on utilise le fait qu'on travaille avec des courbes, il n'y a pas de cohomologie supérieure, donc cette chose-là, c'est une caractéristique de l'air. Et donc, c'est fixé topologiquement par Riemann-Rohr. Et par Riemann-Rohr, c'est donné par cette formule. Donc, cette chose-là, c'est la première classe de Chern du fibré tangent à X. C'est une classe de degré 2 dans l'homologie de X. Et donc, on peut la coupler avec la classe d'homologie. Si vous voulez, on intègre cette classe sur cette classe d'homologie. Donc avant d'en dire plus sur pourquoi est-ce que ça c'est une bonne chose, juste une remarque d'ordre général donc sur cette formule. Cette formule illustre un phénomène de base en théorie de Gromov-Witten qui nous dit que suivant en gros le signe de cette classe de Chern, on aura beaucoup de courbes ou non. Donc, par exemple, si x est Fano, bêta intersecté avec C1 de x sera toujours positif. Et en fait, c'est linéaire en bêta, c'est-à-dire si on prend des classes de degrés de plus en plus grandes, cette dimension, qui en gros écrit plus ou moins la dimension de l'espèce de module, va croître également. Donc ça, c'est juste une observation qui dit dans les variétés type Fano, on a beaucoup de courbes. Parce que la quantité de courbes croît avec le degré. Alors pour les variétés comme Calabi-Yau, pour lesquelles la classe de Chern est nulle, même lorsqu'on augmente le degré, ça ne fait pas augmenter la quantité de courbes. Et de manière opposée, si on est dans un cadre très général où cette chose-là tend à être très négative, on aura très peu de courbes. Donc ça, c'est un point général sur ce à quoi il faut s'attendre en termes de quantité de courbes dans les variétés algébriques. Alors je reviens au point essentiel qui est en quoi est-ce que c'est bien ce fait que la différence entre la dimension de l'espace déformation et la dimension de l'espace d'obstruction est une constante. Donc, la première remarque, c'est que s'il n'y a pas d'obstruction, si le groupe d'obstruction est nul, alors l'espace de module est lisse. De dimension égale à cette quantité plus la dimension qui provient de la déformation des courbes, c'est-à-dire cette quantité plus 3G moins 3 plus L. Et donc s'il n'y a pas d'obstruction, cet espace est lisse de cette dimension. Et en général, cette quantité n'est pas nécessairement la dimension, parce que les obstructions ne sont pas nécessairement lisses, l'espace de module n'est pas nécessairement lisse. Cette chose-là s'appelle la dimension virtuelle. C'est-à-dire c'est la dimension qu'aurait l'espace de module si le groupe d'obstruction était nul. Et maintenant, le point essentiel de la théorie, sur lequel je vais quasiment rien dire maintenant, sur lequel je dirai plus dans les séances suivantes, c'est que essentiellement cette condition, que la différence entre la dimension des déformations latitudinales et les déformations des obstructions est une constante topologique. Donc en pratique, on peut définir cette dimension virtuelle en termes uniquement topologiques, une constante sur l'espace des modules. Ça permet de définir ce qui s'appelle une classe fondamentale virtuelle. Qui est un élément dans l'homologie de cet espace de modules. Et donc si j'appelle cette dimension virtuelle j'écris d vir, ça vit en degrés, donc degré réel 2 fois la dimension virtuelle.
Donc exemple, si l'obstruction est nulle, alors l'espace est lisse de la dimension virtuelle, et cette chose-là, c'est juste la classe fondamentale usuelle pour une variété lisse. Et un cas un peu plus intéressant, c'est si les groupes d'obstruction sont des groupes définis en chaque point de l'espace de module, si ces groupes sont de dimension constante, c'est-à-dire s'ils forment un fibré au-dessus de l'espace de module, de rang R. Donc, si la dimension des groupes d'obstruction ne varie pas, alors ça implique que la dimension des espaces tangents ne varie pas non plus. Donc en fait, l'espace de module est aussi lisse, sauf qu'il est lisse de la mauvaise dimension. Donc dans ce cas-là, est lisse, mais il est de dimension plus grande qu'Adam-Lu, la dimension virtuelle plus R. Et dans ce cas-là, la bonne formule pour la classe virtuelle, c'est de prendre la classe fondamentale ordinaire et qui a la mauvaise dimension, et donc on la corrige en prenant la classe de Chern de degré maximal, donc la classe d'Euler du fibré d'obstruction. Et qui maintenant a le bon degré. Ça fait 10 000 degrés par exactement le rang. Et maintenant, cette chose-là vit dans la bonne dimension. Et donc, j'ai donné un exemple de construction de la classe virtuelle lorsque le fibré d'obstruction est lorsque le faisceau d'obstruction est un fibré. Et en général, il y a une construction plus générale qui produit cet objet. Et donc je ne vais pas en dire plus pour ce moment, j'en dirai plus dans des séances prochaines. Et peut-être ici, je devrais dire que l'existence de cet objet, de ces classes fondamentales virtuelles, c'est un cas particulier d'une structure plus riche sur cet espace de module. Donc cet objet est une structure naturelle de champ dérivé au sens de la géométrie algébrique dérivée. Et là, je peux vous renvoyer au cours PECO de Marco Roballo de 2016 qui parle de cette connexion entre géométrie algébrique dérivée et cet espace de module et cette notion de classe virtuelle. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en partant de X, on construit cet espace de module MGN bêta X. Et sur cet espace de module, il y a ces classes d'homologie qui sont ces classes fondamentales virtuelles. Et la chose que j'aurais dû dire, et que je vais dire maintenant, c'est que cette classe fondamentale virtuelle a de bonnes propriétés. Et sa propriété essentielle, c'est qu'elle est invariante sous déformation. Donc cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on varie x, donc déformation de x, et peut-être, je pense, j'ai oublié de le dire proprement. Donc pour l'existence de l'espace de module, on veut x. Pour l'existence de l'espace de module propre, on veut x projective. Et pour l'existence de cette classe virtuelle, on veut vraiment x lisse. Donc ici, on veut x projective lisse. Et cela a à voir avec le fait que j'ai rappelé que la théorie des déformations d'une application vers x est contrôlée par le faisceau tangent à x. Il faut vraiment que ce faisceau soit un fibré pour que la discussion que j'avais ait un sens.
Et donc lorsque x varie en restant projective lisse, lorsque x varie dans une famille lisse de variété projective lisse, en général l'espace de module peut varier de manière drastique. Et en un certain sens, cette classe d'homologie sur ces espaces de modules se déforme de manière continue. Et une manière précise d'énoncer cette chose-là, c'est que si on a x calligraphique une famille, donc une famille lisse de variété projective lisse au-dessus d'une base lisse, alors on peut considérer les applications stables vers l'espace total de la famille. Donc ça, c'est juste la famille des espaces de modules, paramétrés par la masse B. Et si on prend un point B dans la base, donc la fibre, c'est juste l'espace de modules des applications stables vers la fibre. Donc j'écris XB pour la fibre au-dessus du point B. Et donc la propriété d'invariance ou de déformation, c'est de dire qu'on peut retrouver la classe pour la fibre au-dessus du point B à partir de la classe associée à l'espace total en essentiellement intersectant avec la fibre au-dessus de B. Et donc en théorie d'intersection, il y a une opération pour l'intersection correcte. Donc ça veut juste dire intersecter au sens de la théorie de l'intersection avec la fibre au-dessus de B. Donc ça, c'est une manière précise d'énoncer la propriété d'invariance ou de déformation. C'est-à-dire que toutes ces classes qui dépendent du point B, en fait, elles sont juste intersections avec des fibres d'une classe globale. Et dans une minute, ça va impliquer que les invariants numériques qu'on va construire, qu'on va extraire de cette classe, vont être indépendants du point B. Donc, comment est-ce qu'on construit des invariants de nature numérique ou cohomologique à partir de cette classe? On a notre espace de modules. Et comme c'était écrit là-bas tout à l'heure, il y a un morphisme naturel vers M gen bar qui consiste simplement à oublier le morphisme. On se rappelle uniquement de la courbe et quitte à stabiliser, on obtient une courbe stable, donc on obtient un morphisme vers l'espace des courbes stables. D'autre part, lorsqu'on a une courbe avec n points marqués, une application f de cette courbe avec n points marqués vers x, on peut simplement évaluer ce morphisme au point marqué x1, xn pour obtenir un morphisme d'évaluation vers x puissance n. Juste x produit n fois qui envoie cette chose-là vers f de x1, f de xn. Et donc sur cet espace au milieu, on a la classe fondamentale virtuelle. Et maintenant, lorsqu'on regarde ce diagramme, on peut y penser, on peut l'utiliser pour définir une correspondance entre de la cohomologie ici vers la cohomologie ici. Et donc si on a alpha dans la cohomologie de x puissance n, alors on peut définir une classe Gromov-Witten de alpha obtenue en tirant en arrière cette classe par l'évaluation. On obtient une classe de cohomologie ici. On peut prendre son produit, on peut l'intersecter avec la classe fondamentale virtuelle. On obtient une classe d'homologie ici, qu'on peut pousser en avant ici. Et puisque cet espace est lisse, je peux indifféremment penser à homologie ou cohomologie, et je préfère y penser comme étant dans cet objet dont j'ai un peu parlé, la cohomologie de MGN
Et ces objets-là s'appellent classes de Gromov-Witten de X. Ce sont des classes de cohomologie dans l'espace de module des courbes construites à l'aide de cette correspondance définie par l'espace de module des applications stables. Et on peut comprendre de manière un peu plus géométrique qu'est-ce que ça veut dire de faire ce pull-back, push-forward. Si on écrit alpha, si on prend alpha de la forme alpha 1 produit tensoriel alpha n, où les alpha i sont dans la cohomologie de x, on peut fixer gamma 1, gamma n, des cycles topologiques dans x, qui sont point carré dual, point carré duo à alpha 1, alpha n, de Gx. Se donner ces classes alpha 1, alpha n par dualité de points carrés, c'est la même chose que se donner des sous-variétés. Par exemple, je me donne des points dans x, peut-être je me donne des courbes dans x, des surfaces, je ne sais pas, ça c'est peut-être gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Et alors, ce cycle ici, qu'on obtient ici, on peut y penser intuitivement comme étant toutes les applications stables vers x, dont chacun des n points marqués xi est contraint de vivre dans le cycle gamma i. Je dessine ma... Et peut-être je fais encore une image comme ça. Donc là, c'est ma surface de Riemann avec un point marqué x1, un point marqué x2, un point marqué x3, un point marqué x4. Et donc ce cycle, ici sur l'espace de module, il faut y penser comme tout simplement toutes les applications stables pour lesquelles les n points marqués satisfont les contraintes définies par ces classes alpha 1, alpha n. Et ensuite, lorsqu'on prend le poussé en avant vers mgn bar, on obtient un cycle ici. Et donc ça, c'est géométriquement, c'est parmi toutes les courbes de genre G avec n points marqués, ce sont celles qui admettent un morphisme vers x qui satisfont ces contraintes. Donc ça définit naturellement une sous-variété de mgn bar. Et ces classes de Gromov-Witten sont les classes de ces sous-variétés. Donc comme on dit, ces classes de Gromov-Witten, c'est juste, on peut y penser comme une sorte de machine qui a produit à partir d'une variété x des contraintes alpha, produit des classes de cohomologie dans l'espace de module des courbes. Simplement, ça sélectionne les courbes qui admettent des morphismes vers x satisfaisant certaines conditions. Et ce qui est peut-être légèrement plus classique, donc ce qui s'appelle invariant de Gromov-Witten, c'est ce qu'on obtient en prenant le degré des classes de Gromov-Witten. Donc qu'est-ce que ça veut dire degré? Alors ça dépend, disons si je pense en homologie, c'est-à-dire degré 0, ça veut dire que cette chose-là est en degré homologique 0. Si je suis en degré homologique 0, j'ai juste une collection de points et je compte le nombre de points et j'obtiens un nombre. Alors, autrement dit, cette chose-là, c'est juste dire dans le cas où il y a un nombre fini de courbes, j'obtiens un nombre fini de points dans l'espace de module et j'obtiens juste un nombre. Et si cette chose-là n'a pas le bon degré, le bon degré homologique, ce degré est défini comme étant 0. Alors, autrement dit, les invariants de Gromov-Witten, c'est lorsque on s'attend à avoir un nombre fini de courbes satisfaisant ces contraintes, c'est juste le nombre de courbes. Et en général, si on a des familles de courbes, les invariants sont nuls, mais les classes
sont non nulles. Les classes sont des familles intéressantes de courbes dans l'espace de modules de courbes. Donc il y a plus d'informations dans les classes de Gromov-Witten que dans les invariants de Gromov-Witten. Et maintenant, je peux formuler la conséquence de la propriété d'invariance de la classe fondamentale virtuelle ici. Ça implique une propriété d'invariance sur ces classes de Gromov-Witten et sur ces invariants de Gromov-Witten. Donc si j'ai encore une fois une famille au-dessus d'une base, et si dans cette famille, j'ai un point B1 et un point B2, et si dans cette famille, donc maintenant je travaille topologiquement je prends un chemin, disons P, qui relie B1 à B2, et j'utilise ce chemin pour obtenir une identification phi-P entre la cohomologie de la fibre au-dessus de B1 et la cohomologie de la fibre au-dessus du point B2. Donc ça, c'est vraiment une famille projective. C'est une famille lisse, donc toutes les fibres sont difféomorphes et un choix de chemin, ça nous donne une identification entre les cohomologies des fibres. Et donc l'invariance par déformation de la classe virtuelle implique que si je regarde la classe de Gromov-Witten, disons pour X, pour la fibre au-dessus de B2, appliquée à la classe qui est de la forme phi-P de alpha, alors c'est égal à la classe de Gromov-Witten de X B1 à la classe alpha. Ce que je dis juste, c'est que si j'ai une classe ou un invariant de Gromov-Witten défini par une classe de cohomologie alpha, au-dessus de B1, si je transporte ces classes de manière continue pour l'amener au-dessus de B2, alors j'obtiens la même classe ou le même invariant de Gromov-Witten. Et en particulier, donc aujourd'hui c'est juste une remarque, mais la prochaine fois ça sera crucial, si on prend B1 égal à B2, et si B n'est pas simplement connexe, cette chose-là peut être non triviale, même si ça part d'un endroit et ça revient au même endroit, ça peut être non trivial, et il peut y avoir une monodromie agissant sur la cohomologie. Et donc cette relation d'invariance ou déformation implique que ces invariants de Gromov-Witten sont invariants lorsqu'on agit par la monodromie de la famille sur les classes de cohomologie. Et donc la conclusion, c'est qu'en partant de X, on a construit les classes de cohomologie, X puissance n, on construit ces classes dans l'espace de modules des courbes. Et au début de cet exposé, j'ai introduit ce sous-anneau de l'espace de modules des courbes, qui est cet anneau tautologique. Et j'ai essayé d'expliquer que ça, c'était la partie plus ou moins compréhensible, en tout cas qu'on comprend, dans la cohomologie de l'espace de modules des courbes. D'autre part, on a cette machine de Gromov-Witten qui produit des classes de cohomologie dans l'espace de modules des courbes. Donc une question naturelle, c'est ces classes de Gromov-Witten sont-elles tautologiques? Ça, c'est une question. Et c'est une question qui a l'avantage de pouvoir être formulée de manière complètement générale pour une variété X projective lisse arbitraire, des choix de classes de cohomologie arbitraires. On construit un élément de l'espace de modules des courbes, mais on peut se demander, est-il parmi les classes qu'on comprend d'une certaine manière? Et donc le premier théorème, premier résultat, qui est en commun avec Arguez
podaj pan Dworkin. C'est que ces classes de Gromov-Witten sont tautologiques pour une grande famille de variétés, pour X, une intersection complète d'hypersurface dans un espace projectif. Donc, autrement dit, X peut être une donc, je travaille toujours avec des choses lisses. Donc, X, par exemple, peut être une hypersurface dans l'espace projectif ou une intersection transverse d'hypersurface. Donc là, ça sera le premier résultat, et vraiment la prochaine fois, je parlerai ça sera entièrement sur ce résultat. Peut-être juste une remarque pour laquelle ce résultat est peut-être un peu surprenant, c'est que j'ai expliqué précédemment que la partie tautologique est toujours dans la partie de Hodge HPP de l'espace de module des courbes, parce qu'il est juste engendré par des cycles algébriques. Alors qu'une intersection complète dans l'espace projectif peut avoir, en général, a une théorie de Hodge intéressante, a des groupes de Hodge HPQ pour P différents de Q. Ce qui veut dire qu'ici, je peux prendre alpha des classes de cohomologie qui ne sont pas de type PP, mais qui sont de type PQ avec P différents de Q. Donc en particulier, cette chose-là, a priori, n'a pas de raison d'être une classe de type PP. Et néanmoins, ce résultat dit que c'est toujours le cas, ce qui veut simplement dire que lorsque cette chose-là n'est pas a priori de type PP, s'il est a priori de type PQ, c'est-à-dire qu'en fait, il est nul. On peut être de type PP et PQ si on est à la fois, si on est nul. Et donc c'est peut-être une raison pour laquelle on ne devrait pas croire ce théorème, c'est qu'on pourrait imaginer produire des classes en prenant des classes de Hodge non triviales pour X. On pourrait imaginer produire des classes qui ne sont évidemment pas de type PP, ça serait un contre-exemple évident. Et donc une partie de l'énoncé, c'est que cette chose-là ne se produit pas en fait. Et donc il faudrait une raison pour laquelle cette chose-là ne se produit pas. Donc ça, c'est plus ou moins la fin de cette partie 1. Je suis arrivé à l'énoncé de ce résultat, et la fois prochaine, ça sera consacré à expliquer d'où vient ce résultat, quelles techniques sont utilisées, etc. Donc l'idée générale, c'est qu'on a cette théorie de Gromov-Witten qui, à partir des courbes s'envoyant vers une variété X, produit des classes de cohomologie. Ces classes de cohomologie ont une propriété remarquable d'être dans cette petite partie qui est tautologique et qui a une chance d'être compréhensible. Et donc on prouve que c'est le cas pour cette classe de variété. Est-ce qu'il y a des questions sur cet énoncé et sur toute cette partie de type Gromov-Witten? S'il n'y a pas de questions, je vais maintenant changer complètement de sujet. Donc la dernière 30-35 minutes va être sur un sujet complètement différent, et le but, c'est d'arriver à l'énoncé du second résultat dont je veux parler dans cette série de cours. Donc ce premier résultat, comme j'ai dit, il a un aspect relativement général. X peut être une intersection complète de n'importe quelle dimension. On parle de genre arbitraire, de nombre de points arbitraires, etc. Alors que dans la seconde partie, la géométrie considérée va être extrêmement particulière. Et ici, dans ce premier résultat, le résultat est essentiellement qualitatif, c'est-à-dire ces classes vivent dans un bon sous-anneau de l'anneau total. Alors qu'ici, on va obtenir des choses du type formule explicite. Donc, comme annoncé, cette seconde partie, a priori, c'est sur un sujet complètement différent, mais on verra que l'énoncé sera complètement différent de cet énoncé-là. Même les objets qui interviennent seront différents. Mais en fait, dans les preuves et les arguments, il y aura des idées et des intersections entre les sujets. Donc, ils sont la raison pour laquelle j'expose ces deux résultats. Donc, il s'agit de faisceaux cohérents
sur P2 et forme modulaire. Et alors, donc, la première partie était sur ce monde Gromov-Witten. Cette deuxième partie est vraiment plus reliée à ce monde DT de Nason-Thomas, qui a à voir avec fibreux holomorphes, faisceaux cohérents, objets de la catégorie dérivée, et qui en général est une théorie qui concerne le cas où X est une variété projective lisse de dimension 3. Donc là, on est déjà dans une situation nettement plus restrictive qu'en théorie de Gromov-Witten. En théorie de Gromov-Witten, la variété X peut être de dimension arbitraire. Ici, dans ce monde des faisceaux cohérents, on aura cette condition extrêmement restrictive que la dimension est 3. Alors, en fait, maintenant, je ne vais pas dire beaucoup. En fait, je ne vais quasiment rien dire sur la théorie d'été générale. Je dirai ça plus tard. Pour le reste d'aujourd'hui, je vais juste énoncer un résultat explicite, donc il sera le deuxième énoncé. Et en fait, ce second énoncé peut se formuler indépendamment de la théorie d'été. Il peut se formuler d'une manière compréhensible par des personnes qui étudiaient les espaces des modules de faisceaux dans les années 80. Même si la preuve ensuite va utiliser la théorie d'été, la théorie de Gromov-Witten et beaucoup d'autres choses. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, on part de P2, le plan projectif complexe. Donc là, on est en dimension 2, alors que je viens de dire que la théorie de Nason-Thomas était en dimension 3. Donc, il se trouve que relier 2 à 3 n'est pas si compliqué. Mais pour l'instant, on peut juste oublier ça. Et je regarde juste P2, le plan projectif, donc la géométrie, une des géométries les plus simples possibles. Et on considère un espace de modules de faisceaux cohérents sur P2. Donc MD, pour tout D entier strictement positif, MD, c'est un espace de modules qui paramètre F faisceau cohérent sur P2 dont le support est de dimension 1. Et c'est vraiment quelque chose qui est supporté sur une courbe dans P2. Et d'autre part, donc, ce support, c'est une courbe dans P2, et on demande que cette courbe soit de degré D. C'est le paramètre D qui est ici. Donc on considère des faisceaux cohérents qui sont supportés sur des courbes de degré D dans P2. Et la dernière condition numérique, c'est qu'on demande la caractéristique d'Euler de ce faisceau d'être égale à 1. Donc la somme alternée des dimensions des groupes de cohomologie. Et pour obtenir un espace de modules raisonnable, on demande que ce faisceau soit stable. Ce qui veut dire que tout d'abord, il est pur de dimension 1, c'est-à-dire que pour tout sous-faisceau F' non nul, la dimension du support de F' est encore 1. Il n'y a pas de sous-faisceau supporté en dimension 0. Et finalement, il y a une condition numérique qui est que pour tout sous-faisceau, le degré du support de ce sous-faisceau divisé par la caractéristique d'Euler de ce sous-faisceau est strictement plus petit que D. Et donc pour les faisceaux cohérents sur une variété, il y a une notion générale de stabilité au sens de Giesecker, qui en général dépend d'un choix de polarisation sur la variété. Et pour les variétés, pour les faisceaux supportés sur des courbes, en fait, le résultat est indépendant du choix de la polarisation et peut être formulé de cette manière pour ce choix particulier d'un variant numérique. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce choix particulier d'un variant numérique, c'est que dans ce cas-là, on peut montrer qu'en fait stable est équivalent à semi-stable. Et dans ce cas, on peut montrer que cet espace de modules est une variété projective lisse. Donc c'est encore une fois l'un des meilleurs types d'objets auxquels on peut s'intéresser en géométrie algébrique. Et donc par exemple, cet espace de modules a été étudié par Le Potier fin des années 80, début des années 90. Il a montré par exemple MD, en fait c'est encore mieux, donc c'est vraiment irréductible, il n'y a vraiment qu'un seul morceau. Et il est de dimension
t carré plus 1. Alors peut-être il faut que je dise un peu plus pour que vous ayez une image de à quoi cet espace de module ressemble. Si vous avez un faisceau supporté sur une courbe, on peut juste oublier le faisceau et se rappeler de la courbe. Donc on a un morphisme vers le système linéaire. Ça, c'est le système linéaire des courbes de degré D. Dans P2. C'est juste un espace projectif de dimension D, T plus 3 sur 2. Et donc ça, la base, on comprend très bien, c'est juste un espace projectif. Maintenant, quelles sont les fibres? Si on se fixe une courbe dans P2, et supposons que cette courbe soit lisse, pour simplifier, alors une manière de produire un faisceau cohérent comme ça, c'est tout simplement de prendre un fibrant en droite sur cette courbe. Et on peut montrer qu'en fait la condition d'être stable implique que cette chose-là doit être un fibre en droite. Donc en fait la fibre, c'est juste l'espace des fibres en droite sur cette courbe. Et en fait cette condition numérique fixe le degré, donc c'est des fibres en droite d'un degré donné. Donc c'est juste isomorphe à la jacobienne de cette courbe. Si j'essaie une courbe lisse, la fibre c'est juste la jacobienne, qui est juste un torque complexe de dimension G, où G, c'est le genre d'une courbe lisse de degré D, c'est-à-dire donné par la formule 1 demi d-1 d-2. Donc vous avez un espace projectif qui est la base, et la fibre, génériquement, c'est juste une variété abélienne de dimension cette chose-là, simplement la jacobienne de la courbe dans la base. Et le point subtil, la raison pour laquelle cet espace est subtil, c'est que lorsque la courbe de degré D peut devenir singulière, elle peut avoir plusieurs composantes, elle peut devenir non réduite, la fibre, ici, va devenir nettement plus compliquée qu'une variété abélienne. Néanmoins, l'espace total est une variété projective lisse et qu'on peut étudier. Et donc ça, c'est vraiment une configuration qui apparaît dans de nombreux contextes, juste une famille de variétés abéliennes sur une base. Est-ce que tu peux dire ce que devient la fibre pour un simple Donc, en genre 1, je pense, si j'ai juste une courbe nodale, comme ça, en genre 1, la fibre, c'est elle-même, en fait. Donc, si j'ai une courbe de genre 1 lisse, la fibre, c'est elle-même. Et si j'ai une courbe nodale, en fait, la fibre, c'est encore elle-même. Ce qui est un peu non trivial, parce que donc, juste les fibres en droite sur la courbe nodale, c'est un C étoile. Mais en général, on a des faisceaux cohérents, donc il faut ajouter un faisceau cohérent qui, en fait, compactifie ce C étoile en une courbe nodale. Et pour des singularités, donc, si la courbe est intègre, c'est relié à ce sujet des jacobiennes compactifiées. Donc les fibres sont des jacobiennes compactifiées. Et si la courbe devient non réduite, ça devient nettement plus compliqué. Et c'est un résultat non trivial qu'en fait les fibres sont toutes de la même dimension. Et donc on trouve ce type de géométrie dans de nombreux contextes. Par exemple, si vous connaissez un peu la fibration de Hitchin, c'est exactement ce type de structure, une famille de variétés abéliennes au-dessus d'une base. Et ce n'est pas une coïncidence parce que cette fibration de Hitchin concerne des fibres de X sur une courbe, qui essentiellement c'est la même chose que des faisceaux cohérents sur les fibres cotangents à cette courbe, c'est-à-dire sur une surface. Du coup, vous avez le même type de structure. Donc si vous voulez, ça c'est une sorte de version compacte de la fibration de Hitchin, où le fibré cotangent à une courbe est remplacé par la surface. Donc cette surface non compacte est remplacée par la surface compacte P2. Donc introduit de cette manière, c'est
C'est un espace de module extrêmement naturel. Si vous voulez, c'est juste une manière. Si vous avez une courbe, la chose la plus naturelle à faire, c'est de regarder sa jacobienne et d'étudier sa jacobienne. Ça, c'est juste la version relative de ça lorsque la courbe varie parmi les courbes de degré D dans le plan projectif. On vient de la famille des jacobiennes. Et on compactifie en regardant des faisceaux cohérents et on obtient un bon espace. Donc, comme la caractéristique de l'air est égale à 1, en fait, ça va avoir la jacobienne, c'est Oui, oui. Donc, oui, exactement. Qui est isomorphe à ça, mais non canoniquement, ce qui pose des problèmes. Oui, exactement. Oui, et donc si on prenait une valeur différente, donc la raison pour laquelle on prend 1 ici, c'est pour avoir stable égale semi-stable et obtenir quelque chose de lisse. Si on prend des valeurs différentes, on peut obtenir des espaces singuliers. Et peut-être plus tard, je dirai quelque chose sur ce cas-là, mais pour l'instant, c'est plus simple de travailler avec une variété lisse. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on peut dire sur la topologie de cet espace. Par exemple, quels sont ces nombres de Betti? Je dis juste quelque chose qui est aussi fin des années 80, début des années 90, un résultat de Henningsohn, Stromé et Beauville, qui implique qu'il n'y a pas de cohomologie en degré impair. Donc la seule chose qui nous intéresse, ce sont les nombres de Betti en degré pair. Et donc ça, ce sont les nombres qui nous intéressent. Et peut-être, j'ai quelque part, oui, donc juste exemple. Qu'est-ce que c'est que cet espace explicitement en petit degré? En degré 1, ça c'est juste l'espace des droites dans P2, c'est juste un P2. Et une droite est de genre 0, donc cette jacobienne c'est juste un point, donc en fait cette chose-là est égale à cette chose-là. Donc en fait cette chose-là c'est extrêmement simple, c'est juste P2. On connaît ces nombres de Betti en degré pair, c'est juste 1. En degré 2, c'est la même chose. On a l'espace des coniques de dimension 5, et une conique c'est de genre 0, donc encore une fois, cet espace est juste un espace projectif, et donc c'est facile de calculer ces nombres de Betti. Les choses commencent à devenir intéressantes en degré 3. Parce qu'en degré 3, l'espace de toutes les cubiques est de dimension 9. Une cubique est de genre 1. Donc cette chose-là, c'est une famille de courbes elliptiques au-dessus de P9 et qui devient singulière le long du discriminant. Donc déjà étudier la topologie de cette chose-là, ce n'est pas complètement trivial. Et on peut le faire explicitement et on trouve les nombres de Betti qui sont 1, 2, 3... quelque chose comme ça. J'espère qu'il y a le bon nombre. Et ensuite, ça devient de plus en plus compliqué. Donc M4 au-dessus de P14. Maintenant, les quartiques sont des courbes de genre 3. C'est des familles de variétés abéliennes de dimension 3. Donc c'est un espace total de dimension 17. Et on obtient des nombres... Bon, j'écris pas tout, j'écris... C'est juste pour dire qu'il y a des nombres intéressants qui apparaissent et qui deviennent de plus en plus grands. Lorsqu'on s'intéresse à des degrés de plus en plus élevés. Et donc le point, donc le cœur du deuxième résultat, ça va être cette connexion, qui est qu'à partir de ces nombres, on peut fabriquer des formes modulaires. Et comme dit, donc cet énoncé aurait pu être formulé il y a très longtemps, mais la forme de l'énoncé est extrêmement particulière. Et donc l'énoncé provient essentiellement
de la physique. Et c'est essentiellement c'est écrit précisément dans les articles de physique de Wang et Clem. Et ça concerne la théorie des cordes topologiques raffinées. Donc, pour l'instant, je ne dirai rien de plus là-dessus, sauf que donc, ce que je vais expliquer, l'origine de l'énoncé vient de la physique, de la théorie des cordes topologiques raffinées. Ici, le point important, c'est l'aspect raffiné, qui jusqu'à présent n'était pas vraiment entré dans le monde mathématique pour le type d'énoncé que je vais expliquer. Alors, peut-être je dis tout d'abord deux mots sur qu'est-ce qu'une forme modulaire. La manière dont ça apparaît naturellement dans la nature, c'est comme une série, en général une série formelle en puissance de Q, où les AN sont des nombres qui peuvent être d'intérêt arithmétique ou géométrique, et vous formez juste une série génératrice. Et parfois un miracle apparaît, qui est que cette série est modulaire. Et ça veut dire que, tout d'abord, si on fait le changement variable Q égale exponentielle 2i pi tau, et on voit Q comme un nombre complexe et tau comme un nombre complexe dans le demi-plan supérieur, alors cette chose-là, comme une fonction de tau, ce n'est pas juste une série formelle en puissance de Q, mais en fait c'est une fonction holomorphe qui converge comme une fonction de tau. Ça, cette chose-là, c'est holomorphe. Ça, c'est le premier miracle. Et le second miracle, c'est que cette fonction holomorphe a une propriété de symétrie par rapport à l'action par homographie du groupe SL2Z sur le demi-plan de point carré, où ABCD est une matrice dans SL2Z, et F, c'est ce qu'on appelle une fonction modulaire de poids K. Si cette fonction est invariante sous l'action de ce groupe, à ce facteur multiplicatif près. C'est tau plus d puissance K, où K est le poids. Donc, en général, lorsque vous trouvez une forme modulaire, c'est remarquable, il y a une propriété de convergence et il y a une propriété de symétrie dans un groupe discret infini. Donc, la définition la plus classique, c'est pour le groupe SL2Z, mais on peut faire la même définition si on prend des sous-groupes de SL2Z, et le groupe qui interviendra pour nous, ce sera le groupe de congruence gamma 1 de 3, qui est le sous-groupe d'indice fini dans SL2Z. Des matrices qui sont congruentes à des matrices triangulaires supérieures avec 1 sur la diagonale modulo 3. Donc on dira qu'on a une fonction modulaire pour le groupe gamma 1 de 3. Si cette propriété est satisfaite pour tout A, B, C, D seulement, donc gamma 1 de 3, pas pour tout SL2Z. Et finalement, il y a une petite variante de la notion de forme modulaire ou de fonction modulaire. Qui est la notion de fonction quasi-modulaire. Et je ne vais pas donner la définition générale, je vais juste donner un seul exemple. L'exemple typique, c'est l'exemple de la série d'Eisenstein E2. Donc il y a des séries d'Eisenstein E2, E4, E6, etc. Et il est relativement bien connu que E4, E6
et plus grands sont modulaires de poids 4, 6, etc. Il y a quelque chose de particulier qui se passe pour le E2, qui est qu'elle n'est pas exactement modulaire, mais elle est quasi modulaire. Et on peut écrire explicitement la manière dont elle se transforme. Donc ça serait la transformation si E2 était modulaire de poids 2, mais il y a un terme correctif. Et donc pour les formes quasi-modulaires générales, on peut soit dire qu'il y a un terme correctif d'une certaine forme, et en fait, pour tous les cas qui vont nous intéresser, on peut en fait montrer que les formes quasi-modulaires, c'est plus ou moins ce qu'on obtient à partir des formes modulaires ordinaires, auxquelles on ajoute E2. Donc E2, c'est en un sens le seul nouvel objet qui apparaît. Et donc c'est pour ça que j'écris juste cet exemple. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'à partir de ces nombres, comment est-ce qu'on produit des fonctions modulaires ou quasi-modulaires. Alors la première chose à peu près évidente qu'on peut essayer, c'est juste d'écrire une série génératrice. Okay, donc, pour un D fixé, on regarde les nombres de Betti. Donc on peut juste introduire une variable qui se rappelle du degré cohomogique, y puissance j. Est-ce que c'est ce que je mets? Oui. Ça, c'est juste un polynôme en y, c'est juste un polynôme de Poincaré de la variété MD. Maintenant, je vais considérer toutes les variétés MD ensemble, donc je somme sur tous les degrés D possibles, et je mets une variable grand Q puissance D. Là, c'est une série formelle, la variable grand Q. Les coefficients sont des polynômes en Y, ce sont les polynômes qui nous intéressent. Peut-être la première chose qui n'est pas complètement évidente, c'est qu'ici, il n'y a qu'une seule variable, alors qu'ici, il y a deux variables. Et donc, il se trouve que la manière correcte de faire les choses n'est pas facile à deviner, et c'est celle-là qui est suggérée par la physique. Donc la chose qui est suggérée par la physique, c'est tout d'abord de modifier un peu cette formule. Donc j'ai juste modifié un peu cette formule de telle manière qu'elle ait une apparence un peu plus compliquée. Donc il y a maintenant une somme sur K. Et maintenant, ce qui apparaît, ce n'est pas juste les polynômes évalués en Y, mais il y a des polynômes évalués en Y puissance K pour toute valeur de K qui apparaissent. Donc ça contient exactement la même information qu'avant, c'est juste réorganisé d'une manière un peu compliquée. Et en un sens, ça c'est pas l'étape non triviale. L'étape non triviale, c'est de faire le changement de variable y égale e puissance ih bar, où i carré, c'est juste moins 1. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est absolument pas naturelle géométriquement. Ça, y, c'est la variable dans le polynôme de Poincaré. C'est juste un polynôme dont les coefficients sont des entiers qui sont juste les nombres de Betti. Et ce n'est pas du tout clair ce que ça veut dire géométriquement de remplacer la variable y par cette chose-là qu'on va ensuite développer en série de h bar. Néanmoins, on peut faire ça, juste formellement. Ici, tout est formel. On fait ce changement de variable, on développe en h bar, et on écrit cette chose-là comme somme sur g, fg donc, vous voyez, on développe en puissance de h bar. Par un argument de symétrie, c'est facile de montrer qu'il n'y a que des puissances impaires de h bar qui apparaissent. Et on collecte tous les termes en grand Q devant en une certaine série. Donc ça, maintenant, c'est une série formelle en la variable grand Q.
Donc ça, c'est la définition de ces séries. Donc ça contient juste la même information que les nombres de Betti, mais d'une manière un peu alambiquée. Par exemple, on peut vérifier que la série F0 contient exactement l'information sur la caractéristique de l'air, c'est-à-dire sur la somme des nombres de Betti. Alors que F1 contient une information sur une somme pondérée du nombre de Betti, etc. Donc c'est juste les nombres de Betti, mais encodés d'une manière un peu étrange d'un point de vue géométrique. Et donc maintenant, le deuxième théorème. Donc, il y a toute une série d'histoires, mais il y a une partie qui est avec Onglufan, Schweigio et Longtungwu. C'est qu'essentiellement, ces séries FG sont des fonctions quasi-modulaires. L'énoncé précis, c'est que tout d'abord, F0 et F1 sont un peu particuliers, mais ça peuvent être calculés explicitement. Donc on connaît tout à leur sujet. Et pour G supérieur ou égal à 2, FG est quasi modulaire. En fait, c'est vraiment ici de poids 0. Je n'ai pas vraiment expliqué. En général, lorsque les gens parlent de forme modulaire, ils imposent des conditions de régularité au bord du demi-plan. Et lorsque je dis juste fonction, il n'y a pas vraiment, on impose seulement qu'on soit méromorphe à l'infini. Donc là, c'est vraiment de poids 0. C'est vraiment, et ça, en général, c'est une fonction quasi-modulaire. Quasi-modulaire pour le groupe gamma 1 de 3. Pour ce particulier, pour ce sous-groupe de congruence de SL2Z que j'avais écrit ici. Et donc c'est un exemple d'un type d'énoncé qu'on retrouve souvent en géométrie énumérative, c'est-à-dire qu'on a une collection de problèmes énumératifs. Ici, on a une collection d'espaces de modules qui dépendent du degré. On a des familles d'invariants. Et si on les organise correctement dans des séries génératrices, d'une manière correcte, donc ici, il y a cette subtilité qui est ce changement de variable, alors parfois, on a ce miracle que ces séries ont des propriétés de symétrie qui ne sont absolument pas manifestes dans le problème énumératif de départ. C'est absolument pas clair où est ce gamma 1 de 3 dans la discussion des espaces de modules de faisceaux, juste de courbes et de fibres en droite sur des courbes dans le plan projectif. Est-ce que grand Q est toujours au puissance 2 équitaux? Ah oui, et je n'ai pas dit ça, j'aurais dû le dire, merci beaucoup. Après un changement de variable explicite. Donc dans les prochains cours, il y aura un énoncé nettement plus précis où toutes les formules explicites sont vraiment explicites. Et en fait, cet énoncé, il peut être... donc avoir une fonction quasi-modulaire, c'est pas si bien parce qu'on n'a pas de contrôle, mais en fait, c'est un quotient de formes modulaires de poids donné. Et les formes modulaires de poids donné forment vraiment des espaces de dimension finie. Donc vraiment, cet énoncé, ça détermine FG à un nombre fini de paramètres près. Et pour G égale 2, on peut écrire explicitement la formule en termes de forme modulaire ou quasi-modulaire explicite. Okay, donc, je suis arrivé aujourd'hui à l'énoncé des deux théorèmes. Théorème 1 sur la
structure tautologique des invariants de Gromov-Witten, et c'est théorème 2 sur comment on obtient des formes quasi-modulaires à partir d'espaces de modules de faisceaux. Et après, il n'y a pas de lien évident entre les deux, sauf que ça rentre dans ce cadre général de la géométrie admirative où on étudie des espaces de modules et leur topologie. Et en fait, il y aura un lien, donc il n'y aura pas de lien direct entre les deux énoncés, mais il y aura certainement des liens entre les deux sujets. Par exemple, la preuve de ce résultat, donc comme je l'ai dit, ce résultat peut être compris donc pour les gens comme Le Potier qui étudiaient ces espaces de modules MD dans les années 80, ils peuvent comprendre cet énoncé, c'est juste un nombre de bêtises. Mais l'énoncé surprenant, c'est qu'on obtient des formes quasi-modulaires. Mais par exemple, la preuve de ce théorème utilisera les invariants de Gromov-Witten, ce qui est un peu surprenant. Parce qu'ici, on parle d'espace de modules de faisceau et ce n'est pas du tout clair pourquoi est-ce qu'on... Et donc, c'est peut-être un point important, c'est qu'il n'y a peut-être pas de bonne, pour l'instant, il n'y a pas de bonne preuve conceptuelle de cet énoncé. Donc, ça, c'est un type d'énoncé. Peut-être je vais finir là-dessus, juste un commentaire général. Le théorème 1 sur la théorie de Gromov-Witten, c'est un énoncé un peu général et la preuve. Donc, il y a un certain nombre d'idées qui sont nécessaires, mais à la fin, c'est une preuve essentiellement géométrique et on peut comprendre géométriquement les idées de la preuve. Alors que ce type d'énoncé, c'est un énoncé qui est inspiré par la physique. Et disons, la preuve physique conceptuelle n'existe pas actuellement en mathématiques. Donc la preuve mathématique qui existe est une preuve un peu détournée, qui n'est pas conceptuellement la meilleure qu'on puisse imaginer, mais la preuve détournée a l'avantage d'établir un certain nombre de connexions entre différents sujets, comme les faisceaux, les invariants de Gromov-Witten, et ça fait une histoire assez jolie, et c'est ce que j'essaierai d'expliquer. Okay, donc je pense que la prochaine séance sera entièrement sur le théorème 1, sur la théorie de Gromov-Witten, et les deux dernières séances seront sur cette histoire de faisceaux et de formes modulaires. Et je pense pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Merci.